Bonsoir à tous et merci de choisir la chaîne du développement et particulièrement le grand rendez-vous. Ce soir, ça va se passer en 4 différents plateaux en plus du journal qui viendra à 19h45. Démarrons tout de suite par la météo. Vous êtes bien évidemment sur le grand rendez-vous. C'est vrai que nous sommes encore en saison sèche au Bénin, mais celle pluvieuse n'est plus du tout loin. Et comme en développement, tout se prépare, vous le savez aussi bien, nous allons faire aujourd'hui la lumière sur quelques stratégies de gestion des inondations au Bénin. Le grand rendez-vous vous offre également un message de cœur dénommé Africœur. C'est à l'endroit des jeunes Africains, des dirigeants du monde entier pour dire tout simplement stop à l'immigration clandestine. Un projet conduit par l'artiste béninois Francis Yaoundé, qui est l'expert de ce grand rendez-vous. Des mots, il y en aura encore et encore sur ce grand rendez-vous à travers des jeux de mots de Meshak Adiaro. Il vient nous donner un avant-goût du double événement de ce week-end. Il s'agit bien sûr du lancement de son deuxième recueil de poèmes, intitulé Fragile. Fragile qu'il aura en tout cas le temps de présenter en concert dimanche, pourquoi pas. Alors, ce week-end est bien réservé bien sûr à Meshak Adiaro à travers donc ces événements. On va le recevoir tout à l'heure sur Horizon Culture et le journal viendra à 19h45, ne l'oubliez pas. Avec à la présentation ce soir, Ulvaeus Balogun. Bonsoir Ulvaeus. Bonsoir Assim Gaba. Tout à l'heure à 19h45, nous serons avec vous. Dites-nous déjà quel est le menu de ce journal. Au menu de l'actualité ce soir, il faut dire que cela fait déjà 2 semaines que les fêtes de fin d'année sont passées. Et pourtant, certains couturiers continuent de se plaindre de l'absence de clients. Une équipe de la rédaction est allée faire le constat dans certains ateliers. Comment utiliser les instruments de musique traditionnels pour produire de la musique urbaine et comment adapter les instruments traditionnels à la musique urbaine béninoise? La problématique était au cœur d'un atelier de formation des artistes. Enfin, le Sénégal est désormais le pionnier dans la fabrication des flacons de perfusion. Une usine de fabrication a été inaugurée en vue de lutter contre la rupture de stock de ces flacons dans les hôpitaux. Voilà pour l'actualité de ce soir. Assom Gaba. Merci beaucoup à vous, Ulvaeus Balogun. Rendez-vous à 19h45 exactement pour le développement de ces titres annoncés. Le grand rendez-vous ouvre ses plateaux. On commence par l'expert. Ah oui, l'expert de ce grand rendez-vous a pour nom Francis Yaoundé. Certainement que ça vous rappelle des souvenirs, certainement. Oui, Francis Yaoundé, artiste béninois vivant en France. Francis, bonsoir.
Bonsoir, mon cher ami. Alors, Francis qui vient au pays avec un souffle nouveau pour l'Afrique. L'Afrique, oui. Pour l'Afrique. Alors, c'est quoi cette nouveauté pour votre continent, l'Afrique? Voilà, l'Afrique est un continent qui est riche et l'Afrique ne mérite pas de voir ses enfants et sombrer dans les eaux internationales. Il y a des images qui choquent. Et si à notre époque, on peut parquer jusqu'à 700 000 Africains en Libye et de les sortir pour des marchés en disant, mais celui-là, eh ben, il mérite 500 € et puis on dit non, j'ai pas 500 €. Et puis on dit, ben voilà, il a une belle dentition, il a de beaux muscles, et puis finalement on le prend à 300 € ou à 200 € et on l'enchaîne et il suit là-bas en Libye, ou encore ce monsieur dont j'avais parlé dans une autre émission, qu'on a interviewé dans un cimetière, c'est à Zarzis. Zarzis, c'est une ville tunisienne à une 60aine de kilomètres de la Libye. Et donc, le journaliste avait interviewé le monsieur dans un grand cimetière et qui explique pourquoi ce cimetière. Et donc, il expliquait que lui, il n'avait pas choisi d'avoir sa maison à côté d'une plage et que depuis 10 ans maintenant, quand il sort, qu'il y a toujours 4 à 5 corps des Noirs qui flottent sur la plage, depuis 10 ans. Et donc, en tant que musulman qui ne peut plus, avec sa foi, qui ne peut plus supporter de voir les corps des Noirs comme ça tous les jours sur la plage. Et donc, il a demandé aux autorités tunisiennes de lui donner un grand cimetière et il les enterre. Et il présentait aussi les tombes et il disait, ben ça, c'est une Nigériane, parce qu'il y avait des éléments sur elle, sur le corps. Et il dit, mais c'est une Nigériane que j'ai enterrée là. Mais le Nigeria, c'est le premier producteur de pétrole du continent africain. Ouais. Et puis, ben, il y a l'autre vidéo d'un Camerounais qui disait, mais l'alerte de CNN en novembre 2017 sur la vente des Noirs en Libye. Mais il dit, mais vous n'avez rien vu. Que lui, même, il a été vendu à 225 €. Et que de ses yeux comme ça, qu'il a vu des zodiacs de 400 à 500 Noirs, une dizaine de zodiacs, que les bandits coulent, les trafiquants, au large de la mer, et dans les profondeurs abyssales, ils coulent le tout. Ils font exprès? Ils font exprès, et tous ces gens se noient et qui crient au secours, et il n'y a personne. Et il dit après, ben, ils vont creuser une grande tombe fausse comme ça, là. Et bon, la mer rejette tous ces corps, ils foutent les corps dedans, et ils disent, vous allez croire que c'est pour les enterrer, mais vous vous trompez. Et bien, c'est là que le trafic des dons d'organes commence. Et bien, les riches saoudiens qui ont besoin des reins, ou l'autre, on leur propose, ben voilà, il y a les nègres qui sont là, ben, vous avez besoin des organes, ben, donc, non compris. Il y a tout un business qu'on ne voit pas. Beaucoup de business. Voilà. Beaucoup de business. Et cela se passe à notre époque. Et sur les réseaux sociaux, il y a les vidéos. Et les gens crient au secours. Mais quand on a son enfant qui se noie à la maison, depuis plus de 10 ans, 15 ans que le pape François crie au secours, en disant que la Méditerranée est devenue le cimetière des migrants africains et autres. Mais est-ce qu'on attend l'alerte de CNN en novembre 2017 pour aller sauver son enfant si on a son enfant qui est en train de se noyer à la maison? Pourquoi les Africains de la diaspora? Moi, ça fait depuis 2012 que je donne tout avec une équipe d'une douzaine de collaborateurs métropolitains et tout ça pour Africa 54, avec des milliers de t-shirts distribués, même aux élus de Marseille à Paris, à des chefs d'État africains. Donc vous trouvez une solution donc, à ce problème que vous venez donc, de décrire. Je lis sur la présentation par exemple de Africa 54 les mots tels que nourrir, soigner, créer des emplois, loger et éduquer.
peut-on dire que ce sont des actions qui peuvent inhiber le désir à l'immigration des jeunes Africains? Ben, il y a deux urgences. Quand quelqu'un est malade, Oui. il faut des soins. Ben, la cause, pourquoi? Eh bien, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, l'urgence, Africa 54 est assis sur 4 piliers. Quand les êtres humains se lèvent, ils ont besoin de manger. Donc, nourrir les gens. Quand les gens sont malades, il faut les soigner. Il faut les soigner. Trouver du travail aux jeunes dans le continent africain. Et puis l'éducation. C'est ça, les choses essentielles. Ça, c'est la première urgence. Maintenant, la deuxième, elle est un peu plus politique. C'est qu'il faudrait que le continent africain puisse avoir une monnaie unique. On ne peut pas continuer avec le franc CFA alors que le continent africain est rempli de matières premières. Et ces enfants vont mourir à cause de la nourriture. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Qui ne colle C'est pas. logique. Voilà. Donc il y a la monnaie unique. Alors, que fait alors Africa de façon précise, de façon concrète? Donc il y a la monnaie unique, la diplomatie, et une armée africaine contre les pillages. Maintenant, Africa Cœur 54, c'est un ensemble, un mélange des restos du cœur, un peu comme les restos du cœur de Coluche, qu'il a créé. Il a créé les restos du cœur depuis 1985. Paix à son âme, il n'est plus de ce monde. Coluche. Mais c'est des dizaines de millions de personnes qui continuent d'en profiter jusqu'à maintenant, les défavoriser. Il y a des centres, des restos du cœur de partout, et c'est ce que Africa 54 veut faire. Peut-être une dizaine dans Cotonou, pareil à Porto Novo, à Abomey, et qu'il y ait des centres. Quand le jeune se lève, il y a des parents, il y a des enfants pauvres, il y a des enfants riches, ceux qui n'ont rien à manger. Et bien, dans le pire des cas, ils peuvent aller manger dans un centre Africa 54, oui. On va lui servir un repas. Parce que là-bas, c'est quoi? Il y a Coluche, le gouvernement soutient les restos du cœur. Donc, il y a les supermarchés, l'agriculture, et bien, il y a des collectes, il y a des invendus, il y a des choses qui sont des aliments périmés. Ce qui est périmé, on jette, mais les invendus et tout ça, et même il y a des quotas pour les supermarchés, c'est-à-dire qu'on pense aux pauvres. Et c'est pour ces structures sociales qui sont en France que des Africains, des Arabes, l'Europe de l'Est et tout ça, mais les gens affluent en France parce qu'il y a un bon système social et un bon système de santé. Donc, il faut créer ce système-là sur le continent africain. Mais pourquoi on ne peut pas commencer dans les pays d'Afrique par avoir ces structures qui font que les Africains se jettent sur la route et puis après, ils vont mourir. Hein? Vous avez des bateaux comme ça avec 200, 300 Noirs. Le port d'Espagne le gouvernement espagnol dira non, nous, on ne veut pas recevoir. Le gouvernement espagnol dit on ne veut pas recevoir le port de Malte, tout ça. Et puis ça flâne. À l'heure actuelle, vous avez plus de 700 000 Africains qui sont dans les champs de tomates en Espagne et qui ramassent des tomates qui n'ont rien. C'est beaucoup, 700 000. Plus de 700 000 en Libye aussi. Plus de 700 000 en Espagne. Ne parlons pas du Liban, le Koweït, la Chine, l'Arabie Saoudite. Mais nous avons les vidéos sur les réseaux sociaux. Mais d'autres qui crient au secours, mais faites quelque chose pour nous. Nous sommes tombés dans un piège, délivrez-nous. Eh bien, s'ils appellent au secours, eh bien, Africa 54, Afrique comme Afrique, le cœur comme la bonté de l'homme vis-à-vis de son semblable. De son semblable, oui. Et puis, dans les 54 États du continent africain, puisqu'il y a des Maliens qui vont mourir dans la mer, des Camerounais qui vont mourir dans la mer, des Togolais, des Ivoiriens. Donc, c'est le continent africain. Donc, Africa 54, eh bien, c'est une solution. Et l'Emmaüs de l'abbé Pierre, eh bien, ça vise à trouver des logements aux défavorisés
Et c'est des milliers de personnes qui, alors Donc, que l'abbé Pierre si on était comprend vivant, bien, ce sont des actions sociales Tout à fait. qui sont des appâts pour les Africains et qui se retrouvent sur le continent européen, que vous allez transférer ici en Afrique pour permettre aux Africains d'en profiter aussi ici en même temps. Oui, mais de dire aux Africains de rester dans leur continent parce que c'est dur pour les pays européens. Pour ceux qui connaissent bien le système. Oui. Là, je suis avec un jeune collaborateur. Il sait que je n'ai pas ma langue dans ma poche. Mais c'est dur. C'est parce que les gens ne connaissent pas le système. Il y a des médecins qui n'en peuvent plus en France. Il y a des policiers qui n'en peuvent plus. Donc, il y a les suicides des policiers. Oui. Il y a les gilets jaunes au dehors. Il y a beaucoup de suicides d'agriculteurs. Oui, alors, mais Francis, il y a des actions déjà posées. Vous avez sollicité, par exemple, le soutien du pape François, Oui. qui vous soutient, le soutien de l'État français et bien d'autres. C'est la preuve que c'est une vision partagée par des institutions reconnues. Tout à fait, parce que l'un des problèmes majeurs des gouvernements européens, eh bien, actuellement, c'est l'immigration. Eh bien, pour baisser l'immigration, ce n'est pas la peine de donner beaucoup d'argent à la Turquie pour parquer les Noirs, comme on le fait là, ou parquer les Noirs en Libye. Donc, c'est de donner les moyens à l'Afrique. Ben voilà, il faut qu'est-ce qui manque. Pourquoi ces gens quittent leur pays pour prendre la route, croyant que c'est l'Eldorado? Si c'est l'Eldorado, pourquoi un jeune Ivoirien a pris la route, il n'y a pas longtemps, je crois que c'est l'année dernière, il a pris la route de Paris, il voulait marcher de Paris à Abidjan. Et il avait déjà fait 50 km quand les policiers l'ont intercepté en disant « Vous allez où ?» Il m'a dit « Mais je rentre à Abidjan. » Ils disent « À pied ?» Il dit « Oui, à pied, je rentre. » Les autres disent « Mais ce n'est pas possible. Vous allez marcher pour aller jusqu'à Abidjan ?» Il dit, mais oui, mais je crois que c'était l'Eldorado. Je suis venu ici depuis 6 mois. Je dors dehors à Paris. Là, il n'y a rien. Et les policiers lui ont dit, mais ce n'est pas possible. Et ils l'ont retourné. Alors, voilà la vérité. Comment est-ce que vous allez pouvoir mettre en œuvre ce projet? Parce qu'il y a beaucoup de téléspectateurs qui nous suivent en ce moment et qui doivent se poser la question de savoir, mais comment est-ce que cela puisse être quand même possible sur le continent? Comment est-ce que vous allez pouvoir mettre en œuvre ce projet-là? Eh bien, c'est sur un quinquennat culturel, parce qu'on ne peut pas réaliser une action comme ça en 2 jours ou dans un concert. Oui. C'est sur un quinquennat culturel renouvelable, donc ça fait 10 ans, donc 2019, 2029, 2030. Eh bien, on va commencer des concerts, donc il y a le palais des congrès de Lomé au Togo, le palais des sports de Cotonou. Je suis en contact avec le PDG et Ouaga 2000 au Burkina Faso. Et les enfoirés de Coluche, les soirées des enfoirés, eh bien, c'est pour réveiller les consciences, collecter. Et les centres qui sont conçus pour soulager les défavorisés en France, parce qu'il y a aussi des défavorisés en France, et beaucoup plus que ce que les gens imaginent quand ils sont loin. Eh bien, on va commencer les mêmes actions en Afrique et pour dire aux migrants, eh bien, vous êtes bien. Là, j'ai amené mon ami, il fait bon là. Mais pour avoir la chaleur que vous aviez actuellement, mais il faut payer. Il peut vous dire l'EDF, ce qu'on paye pour les 6 mois de froid. Pour les 6 mois, en tout cas. Donc, il faut qu'ils arrêtent de croire que c'est le paradis. En venant de la France là, la semaine dernière, mais il y avait 4 Béninois qui me disaient, grand frère, faites quelque chose pour nous. Ils sont là depuis 2 ans, pas d'emploi, pas de logement. Et comme je m'occupe de trouver... oui, Francis Yaoundé, on a compris en tout cas votre message. Afrique nous tient à cœur tout simplement. Et je pense que tous les Africains doivent accompagner vraiment ce projet-là. On aura le temps en tout cas de revenir là-dessus, pourquoi pas, avec beaucoup plus de détails. Tout simplement, vous pouvez déjà vous rassurer, BB24 vous accompagne tout simplement. Dès que vous avez envie de parler à votre peuple, de parler aux peuples africains, de parler au public, nous sommes là pour toujours vous accompagner. Merci beaucoup à vous. Merci, et à très très bientôt. À bientôt. Bon vent à Afrique. On va continuer avec vous, chers téléspectateurs. Et là, cette fois-ci,
des mots encore pour vous. Il y en aura encore sur ce plateau. Et ce sera avec Meshak Adjaro qu'on va recevoir sur Horizon Culture. Horizon Culture, ce soir, ça parle fragile des jeux de mots de Meshak Adjaro sur le grand rendez-vous. Bonsoir Meshak. Bonsoir, merci. À la pleine forme. Toujours. Et prêt déjà pour nourrir, je voudrais dire, tout simplement pour jouer avec les mots devant le public à partir de demain, tout le week-end, ça va se passer avec Fragile. On peut dire déjà que des éclats de verre à Fragile, les vers sont fragiles et on donne des mots, toujours des jeux de mots. Écoutez, la vie, c'est une succession de rythmes. Le jour, la nuit, le froid, le chaud, les pleurs, la joie. Et donc, il était normal que les éclats de verre, après cette grande explosion, voilà, n'est-ce pas, laissent place maintenant à du calme, à du silence, à de la fragilité, à de la vulnérabilité, parce que l'homme n'est pas dans le temps et dans l'espace toujours fort, toujours solide, même si on présente une apparence, une coque, n'est-ce pas, de coq, d'homme fort, eh bien derrière il y a toujours quelque chose, il y a ce point faible, il y a cette fragilité que chacun porte en lui. Ah oui, et donc c'est ce que vous présentez à travers Fragile, c'est un recueil de poèmes. C'est un recueil de poèmes qui dépeint un peu des aspects de la vie, de l'amour, de nos rapports avec les autres, de liens de famille, du deuil, de toutes ces choses dans lesquelles vous vous retrouvez parfois seul ou parfois accompagné. Accompagné, oui, à travers vos œuvres, on sait que vous êtes panafricaniste et beaucoup plus béninois, si vous voulez. Alors, sûrement, Fragile fait découvrir un peu plus la culture béninoise, un peu collée aux réalités béninoises à travers les mots. Oui, je parle français dans ce livre, mais j'utilise mon substrat culturel, ma façon de voir le monde qui est complètement béninoise et un peu ma culture fond, vous savez, avec notre tchames là, qui transparaît parfois dans les mots. Et donc c'est en français que nous écrivons, mais nous disons les choses avec les outils de la pensée africaine. Et combien de poèmes? 30, comme dans Éclat de verre. 30? Oui, 30 poèmes. 30 poèmes 30 poèmes. Que vous avez pu concocter dans Fragile et qui sera présenté, je dis, demain. Demain le 19 janvier, samedi 19 janvier, à l'Institut français de Cotonou, à l'auditorium à 16h. C'est libre. C'est libre. C'est libre. L'entrée est libre. Et, mais comme les gens insistent pour que Meshak soit sur scène, personne n'est d'accord pour suivre un lancement de livre sans musique. Et donc, on a remis un spectacle pour le dimanche. Pour le dimanche. Au lieu unique, plutôt à Fidrosset, où on va faire, à partir de 18h, un moment de récital poétique avec de la flûte, du piano et voilà, toutes ces ambiances-là. Donc, de la flûte pour les flûtes likers, si vous voulez. Je vais faire un peu de jeu. Elle est bonne, celle-là. Elle est bonne. J'y avais pas pensé du tout, les flûtes likers. Ouais. Ah oui, les flûtes likers. Ça sonne bien. Ah oui, ça sonne très bien. Et donc, ça va se passer comment? Est-ce que ce sont des poèmes de Fragile qui seront dites sur le plateau, sur la scène, le samedi? Seront dites, voilà. Alors, dimanche, enfin, déjà samedi, on va faire un focus, comme vous dites à la télé. On va faire un gros focus sur Fragile. Le livre sera présenté au public. Il y a des experts de la littérature, Habib Dakougan, Jasmer Arosinguezo, tout ce gratin de la jeune littérature béninoise, qui ont lu et qui vont dire ce qu'ils en pensent. Et qui vont en présenter les contours et les atouts. Et juste après, évidemment, moi je vais juste également dire quel est le contexte. Ça va être purement littéraire. Et le dimanche, il va y avoir effectivement de la musique autour des textes de Fragile, mais aussi autour des textes d'Éclat de verre, qui a quand même certaines pièces intéressantes. Donc ça va être un super cocktail. D'ailleurs, il y aura un cocktail.
Et donc, Il y aura un cocktail. Il y aura un cocktail de texte et il y aura aussi un cocktail restaurant. Voilà. Disons-le comme ça. Disons-le comme ça. Ouais. Alors, un avant-goût pour nos chers téléspectateurs, parce que vous êtes amoureux du grand rendez-vous et particulièrement de Horizon Culture. Méchac a prévu vous donner en tout cas un avant-goût déjà de Fragile sur ce plateau. Vous allez tenir votre promesse, Méchac. Je vais tenir ma promesse. J'ai l'embarras de choix, parce que c'est quand même 30 poèmes. Oui. Je vais en lire un qui s'appelle La croisée des rêves. Ou si vous préférez, je vais vous lire Printanière. Alors ça, je donne la latitude à Siom Oui. de choisir le titre. Donc, je propose La croisée des rêves, Oui. Printanière ou bien Djenana. Bon, Djenana. Je savais. Djenana, c'est mieux. Alors, je suis Djenana et depuis que je suis bébé ou bébé, il y a longtemps, chacun de mes souffles a pour finalité de servir les reins des reines de nos terres. Je suis Djenana et quand j'étais bébé ou bébé, j'aidais nos parents par rente et par rentabilité. J'aime être au croisement du divin et de l'humain, fébrile substitut qui fait briller la foi. J'aime être la fierté des femmes, la flamme secrète qui sécrète les ardeurs mâles sur le brasier incandescent, mais descend des hanches bénies de nos mères qui nous mettent de m'honorer sans faillir. J'aime être la médaille tacite qui met en relief le torse du chef et qui en fouette le sang précieux. Je suis Djenana et aujourd'hui encore, je veux être la perle d'or qui ne dort pas, celle qui vous révèle au monde afin que le rare soit rarement indisponible. Je veux être la perle d'or qui scintille dans vos regards épris de beauté, d'éclat et de rêve. Je veux être la perle d'homme qui transforme l'or en désir. Je suis Djenana et je ne cède pas aux flammes. Je suis Djenana et je ne cède pas aux flammes, car je suis feu, je suis miel, je suis femelle. Femelle. Comment ça s'écrit? Bébé et bébé. C'est le même mot. Le même mot. Je change l'intonation et c'est parti. Ça s'écrit de la même manière, donc bébé, bébé. Bébé, ça veut dire perle en fait. Exactement. C'est un fond, c'est le fond même profond. Exactement. Ah Bébé, oui, c'est du bébé. Ah ouais, bébé, bébé. Bon, bébé, deux bébés. Et on fera comment? Vous êtes également. Alors, donc, ce sont ces genres de mots qu'on peut donc découvrir à travers Fragile, Oui. qu'on peut retrouver où déjà et... Non, mais évidemment, nous avons réservé le grand stock pour le lancement et pour le spectacle. Et juste après, à partir de la semaine qui va suivre, dans les grandes librairies de la Dans les place. grandes librairies de la place. Oui, oui, à Notre-Dame et tout ça, tout ce qui est librairie. Alors, et samedi, dimanche, qu'est-ce qui va se passer? Alors oui, il va y avoir Djenana et tous ces autres textes, mais il va y avoir aussi de la flûte. De la flûte que vous La avez flûte amené va également. être au cœur de ce spectacle-là, Oui. parce que, en fait, quand je ne siffle pas, je ne me sens pas bien. Ah oui. Ça veut dire que vous ne vous sentez pas encore bien Je sur ne le me plateau. sens pas Encore encore bien. totalement bien. On va vous permettre de vous sentir bien alors sur le plateau, Méchac. Ah oui, vous comprenez, chers téléspectateurs. Donc préparez-vous, hein, et puis écoutez et suivez Méchac. Je voudrais faire une dédicace à toutes les femmes de BB24. Ah oui. Et Il y en a notamment, de très belles ici. et Hein. notamment toutes celles qui sont dans l'équipe technique, que ce soit celles qui nous maquillent, celles qui dirigent le plateau, qui sont au niveau du montage. Dédicace à toutes les femmes. Wow. Vous êtes belles. Pour vous.
Allez, merci beaucoup à vous, Meshak Adjaro, pour cette prestation. Rendez-vous donc demain, samedi, à l'Institut français de Cotonou et au lieu unique le dimanche. Le grand rendez-vous, la suite, c'est sur Nature et Bien-être à présent. Cotonou se prépare à la gestion des inondations liées bien sûr à la saison pluvieuse. Le grand rendez-vous dévoile ici quelques tactiques, je vais dire, dans Nature et Bien-être. Suivons d'abord le reportage. Cotonou dans l'eau, le phénomène est cyclique. Plusieurs quartiers de la capitale économique sont inondés. Ces eaux envahissent les vents, les maisons et même remplissent les habitations. Automobilistes, motocyclistes et piétons peinent à circuler. Les activités quotidiennes pour booster l'économie locale sont au ralenti, voire paralysées. Malgré les efforts consentis par les autorités locales pour alléger les souffrances des populations et maîtriser le phénomène, les inondations à Cotonou sont encore une équation difficile à résoudre. L'opération Cotonou en campagne contre les inondations 3CI est une solution toute trouvée depuis 2003 dont les résultats peinent à être visibles. Encore quelques mois et la saison des pluies replonge Cotonou dans l'eau. Quelle solution efficace et durable pour mieux gérer les inondations? La question reste posée. Voilà, merci beaucoup à vous, Cécile Roundé, pour ce commentaire sur image. En plateau, on retrouve M. Alain Tossounon. Vous êtes journaliste spécialiste en eau et environnement. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On a suivi le reportage. On a appris également que Cotonou va bénéficier d'un financement octroyé par la Banque européenne d'investissement pour sortir donc notre ville d'inondation. Un projet d'assainissement fluvial d'environ 33 milliards pour soulager les populations de Cotonou. Bonne nouvelle pour nous, habitants de Cotonou. Ben, évidemment, mais en suivant le reportage, c'est bien dommage parce que l'eau devrait être une opportunité pour le développement et non un problème. Donc nous devons bien comprendre que nous avons encore du chemin à faire parce que toutes ces eaux-là, il faut les récupérer quelque part pour les valoriser. Alors par rapport au projet, donc le projet d'assainissement pluvial, c'est l'un des projets phares donc, du programme d'action du gouvernement. Et donc vous l'avez dit, au nombre donc, des partenaires techniques financiers qui soutiennent, il y a la Banque européenne d'investissement, il y a le gouvernement également qui apporte sa part, et puis il y a, je crois, 5 autres bailleurs qui sont derrière. Il faut se féliciter de l'avènement de ce projet parce qu'effectivement, l'une des causes donc, des inondations au niveau de la ville de Cotonou, il y a donc la faible capacité que cette ville a donc à mobiliser les eaux de ruissellement et donc à assurer leur évacuation vers la lagune, vers le lac ou bien même vers la mer. Donc je crois qu'aujourd'hui, avec ce qui est annoncé, c'est-à-dire que le projet donc, va impacter près de 500 000 habitants sur les 780 000 donc, que compte aujourd'hui Cotonou en 2019. Donc vous comprenez avec moi que effectivement c'est un projet donc, qui est très important, même s'il ne constitue pas toute la solution par rapport donc, aux questions d'inondation. Il ne constitue pas toute la solution. Ça veut dire qu'on ne peut pas régler tous les problèmes liés à l'inondation à Cotonou à travers ce projet. On ne peut pas. Le projet à lui seul ne peut pas donc, complètement endiguer la question donc, des inondations dans notre pays. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, j'ai parlé de l'une des causes, donc c'est la faible capacité de la ville donc, à mobiliser les eaux pluviales et donc à assurer leur évacuation. Mais vous avez aussi la mauvaise politique d'aménagement du territoire qui fait qu'effectivement, vous avez des zones qui préalablement avaient été donc, définies comme des zones qui ne doivent pas être habitées et qui ont donc été occupées de façon anarchique donc, par les populations. Vous avez aussi les effets des changements climatiques. Aujourd'hui, de plus en plus, en ce qui concerne les villes côtières, c'est que la quantité d'eau qu'on avait en 2 semaines, 3 semaines, vous pouvez l'avoir en 2-3 jours. Donc, et ça fait que cette grande quantité d'eau-là fait qu'effectivement que les ouvrages d'évacuation des eaux de ruissellement sont absolument n'arrivent pas donc,
donc, a contenu et a donc assuré l'évacuation donc, de cette forte quantité-là. Donc ça fait que, effectivement, il faut repenser toute la problématique donc, des inondations. Parce qu'en amont, vous savez aussi qu'il y a des eaux du nord qui viennent au sud. Donc il faut en amont donc, réaliser des grandes infrastructures de mobilisation de ces eaux-là et faire en sorte qu'effectivement que ces eaux ne descendent pas au sud. Donc je crois que c'est un bon début, je dirais, ce projet-là, mais il faut accompagner ce projet-là aussi par une gestion efficace des déchets solides ménagers, parce que les populations déversent très souvent ces déchets-là dans les caniveaux que nous avons. Et ensuite, il y a la question des eaux usées. Aujourd'hui, la ville de Cotonou, malheureusement, ne dispose pas d'un réseau d'égout, d'un réseau d'évacuation des eaux usées. Ça fait que donc, les caniveaux qui devraient exclusivement servir donc, à recueillir les eaux pluviales dont il y a assuré leur évacuation sont obligés encore donc les populations donc viennent encore jeter les eaux usées dedans, les déchets et tout ça. Donc ça appelle la responsabilité même des citoyens, des populations par rapport donc il faut accompagner le projet avec la participation des citoyens, mais aussi avec l'aménagement du territoire qui doit être repensé et tout. Donc je crois que je dirais que le projet permet donc de faire un grand pas, mais il y a d'autres pas qu'il faut faire effectivement pour arriver à bout de ce phénomène. Mais tel que Cotonou est aménagé aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'on peut vraiment mettre en place des égouts pour gérer les eaux usées, non, de toute séparer des infrastructures qui permettent quand même d'évacuer les eaux usées? Mais il faut absolument le faire, parce qu'en matière d'assainissement, vous ne pouvez pas rejeter dans la nature et la polluer, donc les eaux usées et autres. Ça nous revient d'une manière ou d'une autre, parce qu'à un moment donné, ça va polluer la nappe phréatique et tout ça. Donc, je crois qu'effectivement, il faut le faire. Il faut avoir le courage qu'il faut pour pouvoir donc, réaliser donc, les nouvelles routes qui vont être réalisées dans la ville de Cotonou devraient pouvoir prévoir ça. La SONEB, en principe, devrait prendre en compte cela. S'il y a un tuyau qui vous amène de l'eau potable, il faut un autre pour recueillir les eaux usées, qu'on doit stocker quelque part et assurer donc l'épuration de ces eaux-là que l'on peut utiliser pour le maraîchage et autres, ou bien même dans certaines villes, on a vu ailleurs, c'est que ces eaux-là, dès lors qu'elles sont débarrassées de tous les agents pathogènes et autres, cette eau on peut vous la ramener dans votre robinet, vous pouvez la boire. Donc je crois que c'est vrai, aujourd'hui, nous n'avons pas un problème de disponibilité, mais ça ne veut pas dire que nous allons continuer donc à faire en sorte, à penser qu'on aura toujours de l'eau à volonté comme ça. Donc, je crois qu'une bonne politique de gestion efficace des ressources en eau veut qu'effectivement que les eaux usées soient traitées comme il le faut, collectées, traitées, et donc pour être valorisées. Donc Cotonou sans inondation, c'est pas réalisable? Non, mais aujourd'hui, hein, avec ce que le GIEC nous annonce, avec les effets des changements climatiques et autres, ce n'est pas pour maintenant. Hein. Il faut s'attendre encore à beaucoup d'effets, le niveau donc, de la mer qui avance de l'autre côté, et puis la pluviométrie. Hein. Vous voyez, aujourd'hui, quand les pluies arrivent, elles sont très abondantes. Donc, je l'ai dit tantôt, et c'est un phénomène que les scientifiques annoncent et tout. Donc, je crois que pour arriver donc, à gérer efficacement et convenablement tout ce qu'il y a comme eau pluviale, donc, il faut absolument, c'est ce que le gouvernement donc, commence à faire avec ce projet, il faut améliorer donc, la capacité de la ville à recueillir ces eaux. Vous voyez, quand aujourd'hui il pleut à Cotonou, vous avez des zones, vous êtes obligé de garer. Hein. Quand vous prenez vers la zone de Sainte-Rita ou Loguédé et autres, l'eau envahit même les voies et tout. Donc, parce que les canalisations que nous avons, donc leur capacité est très limitée. Et ces canalisations n'arrivent plus, ne parviennent plus effectivement donc, à contenir cette grande quantité-là. Donc, il faut continuer davantage à améliorer la capacité de la ville à recueillir donc, toutes ces eaux. Et je crois que ce n'est pas pour maintenant hein, les questions des changements climatiques, mais chemin faisant, il faut que l'État central donc, appuie davantage les autorités locales. Et il faut, comme je le dis, que les citoyens jouent véritablement leur rôle. En évitant d'aller encore mettre dans ces caniveaux-là des déchets solides ménagers et autres. Il y a un autre projet donc, que le gouvernement a donc, au niveau du Grand Okoye donc, pour améliorer la gestion donc,
des déchets solides ménagers. Nous avons bon espoir qu'avec ça aussi, ça va permettre davantage d'atteindre le résultat. Alors, parlons du rôle des citoyens, des populations. Il n'y a que ces populations-là sont allées s'installer sur le couloir de circulation naturelle de ces eaux-là. Alors, est-ce qu'il ne faut pas les déplacer? Non, je crois qu'il y a... Profiter de ce projet-là pour les déplacer? Non, je crois que dans le projet, je pense qu'il y a quand j'ai regardé dans le contenu du projet, il est clair que si on veut faire les collectoires, les exutoires, il faut déplacer les populations. Il faut du courage, il faut un courage politique, effectivement, pour aborder cette question de façon efficace. Sans quoi, on va tourner autour du pot. Il y a aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a des quartiers où, effectivement, il faut déplacer des populations. Il faut que, de façon durable. C'est pourquoi moi, je pense que la question, depuis 2010, où nous avons eu le pic en matière d'inondation, l'État, les différents gouvernements n'ont pas été en mesure d'élaborer une bonne politique publique qui peut être mise en œuvre durant plusieurs années. Une bonne politique publique, c'est d'identifier ces zones-là où les populations occupent les couloirs de l'eau et tout, et voir dans quelle mesure il faut déplacer progressivement. On a quand même des chercheurs qui ont fait... Non, mais les chercheurs, ils ont fait... Ces zones-là sont connues depuis des années. Oui. Mais il manque un courage politique donc pour déplacer, parce que c'est pas... Il y a un coût social à payer, il y a un coût économique à payer, et maintenant le coût politique qui est là. Donc je crois que... Mais il faut déjà qu'il y ait une politique publique étalée sur plusieurs années, où on sait que chaque année, chaque 2 ans, chaque 3 ans, on va faire un petit pas pour arriver... Et l'autre chose, c'est que la ville est très engorgée. C'est-à-dire que vous n'avez pas... tout est concentré à Cotonou. Oui. Et on annonce que d'ici 2050, les capitales africaines vont abriter la moitié des populations de leur pays. Quand on annonce ça, c'est qu'il faut se préparer. Il faut anticiper en créant d'autres pôles économiques vers Alada, Boïkon, vers Ouida. Donc, il faut des nouveaux pôles économiques. Ailleurs, on pense même à créer de nouvelles villes. C'est très important pour désengorger donc les capitales qui ont une faible capacité. Donc, parce que les questions, quand les gens vont venir à Cotonou, il y a les questions de logement, il y a les questions de services de base et tout ça. Il va se poser un problème d'espace. Oui. Déjà, à Cotonou, il y a un problème d'espace. Les gens sont obligés de jouer le ballon dans les rues, les fins de semaine. Ce n'est pas normal. Non. On va rechercher donc d'autres espaces pour installer des infrastructures socio-communautaires comme les centres de santé et autres. Et on va être, à un moment donné, il n'y aura pas. Donc je crois qu'il est important que dans le cadre de cette politique publique, que l'on envisage donc de créer d'autres pôles économiques et même les infrastructures administratives et autres, d'essayer d'aller vers Calavi et Alada pour un peu désengorger la ville de Cotonou. Sans quoi, je crois qu'effectivement, dans les années telles qu'on nous l'annonce, dans les années à venir, on aura donc un trop plein de population et ça va être davantage beaucoup plus difficile avec les inondations. Merci beaucoup à vous, Alain Tosunon, d'être venu faire ces propositions-là qui peuvent vraiment aider la ville de Cotonou à pouvoir bien gérer les eaux liées, bien sûr, à l'inondation. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. À très bientôt. Et bienvenue sur le grand rendez-vous de l'information axée sur le développement. Pour qu'on considère que le cœur a des modifications liées au sport, il faut d'abord une pratique sportive assez fréquente. À midi, je me couche. Que qu'en soient les problèmes que j'ai, à midi, je dors et à 15h, je reprends. Ceux qui se disent, qui se donnent de repos, c'est bien, mais on se donne de repos où? Aller sous nos échangeurs. Le grand rendez-vous, c'est du lundi au vendredi sur BB24 à 19h et à 0h. Existe. Autant savoir aujourd'hui qui vous amène à la découverte d'une filière. Pour parler de l'épargne, il faudrait que nous puissions convoquer 2 concepts importants, le revenu et la consommation. Peut-on espérer une élimination définitive des sachets plastiques? Quand vous dites que chacun est né avec son travail, est-ce parce que vous n'êtes pas né avec le journalisme qu'au fil du temps, vous avez laissé le métier de côté? Au-delà de la production d'énergie, le taux d'électrification reste encore faible. Par rapport aux réformes dans le secteur du tourisme, comment est-ce que vous voyez ça? Je dis souvent que l'entretien sur BB24, c'est tous les dimanches à 22h, les lundis à 10h, à 16h30 et à 23h. S'exprime à travers une consultation du FA. Alors, nous allons continuer avec vous, chers téléspectateurs. On va se rendre dans la rédaction de BB24 pour y retrouver qui? Ulvaïs Balogun. C'est l'heure du journal.
Bonsoir à toutes et à tous. Merci de rester fidèles au programme de BB24. Voici les titres. 2 semaines déjà que les fêtes de fin d'année sont passées, mais certains couturiers continuent de se plaindre de l'absence de clients. Constat à suivre dans cette édition. Comment utiliser les instruments de musique traditionnelle pour produire de la musique urbaine et comment adapter les instruments traditionnels à la musique urbaine béninoise? La problématique était au cœur d'un atelier de formation. Le Sénégal, pionnier de la fabrication de flacons de perfusion. Une usine de fabrication a été inaugurée en vue de lutter contre la rupture de stock dans les hôpitaux. On démarre par une nouvelle brève. Le Bénin prend des mesures préventives pour la gestion de la transhumance nationale et transfrontalière. Le Conseil des ministres a décidé de rendre opérationnelle l'organisation et l'orientation des troupeaux transhumants, des points d'entrée, de faire libérer en liaison avec les collectivités territoriales, les sites d'accueil et de procéder au tracé des couloirs de passage des troupeaux transhumants. Il a été également décidé de sensibiliser les populations sur les comportements à adopter pour une campagne apaisée et de renforcer les équipes chargées de surveiller les transhumants en vue de prévenir tout incident au cours de leur séjour. Je le disais dans les titres, déjà 2 semaines que la période des fêtes est passée. Et pourtant, chez les couturiers et autres artisans de mode, l'ambiance est toujours morose. Pendant que les clients se font toujours désirer dans certains ateliers, dans d'autres, par contre, les habilleurs ne ménagent pas leurs efforts. Constat dans quelques ateliers de Cotonou avec une équipe de BB24. Pas de commande. Atelier presque vide de clients. C'est le constat fait chez stylistes, créateurs de mode et couturiers. Mais d'un atelier de couture à un autre, la situation n'est pas la même. Ce maître couturier reçoit quelques rares commandes. Avant les fêtes, j'ai eu beaucoup de commandes, mais après les fêtes, les clients deviennent très rares. Dans cet atelier 6 à Aïbatin, Dame Eliane, maîtresse couturière, est indifférente à l'ambiance après fête. Ces vitrines sont pleines de tissus à coudre. Chez moi, après ou avant les fêtes, là, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Parce qu'on travaille beaucoup. Et après les fêtes, là, on s'est reposé pendant 1 semaine pour pouvoir retrouver des forces, pour pouvoir livrer les clients qui restent. Parce que je n'avais pas livré tous les clients. J'ai toujours des commandes de l'extérieur et comme du Bénin. Le rythme de travail peut fluctuer lorsqu'il s'agit d'importantes et d'urgentes commandes. Après les fêtes, on n'a plus assez de clients. On est souvent libre. Avant et après les fêtes, nous travaillons avec le même rythme. Il n'y a pas de différence. Cette dame est une cliente de cet atelier. Pour éviter les désagréments liés à l'affluence des fêtes de fin d'année, elle préfère passer sa commande après les fêtes. Ainsi, elle est sûre d'être livrée dans les temps. Je devrais apporter mes tissus depuis avant les fêtes, mais j'ai préféré les apporter après les fêtes parce que avant les fêtes, il y a trop de commandes. Or, moi, je n'aime pas le travail qui se fait sous pression. On n'est jamais satisfait d'un tel travail. Mais il y a des clients qui préfèrent la livraison après fête. Donc moi, je me mets au travail pour ne pas les décevoir. Si certains espèrent le grand retour des clients, les autres continuent le travail avec le même rythme et le respect des horaires d'ouverture et de fermeture de leurs ateliers.
Musique moderne, musique traditionnelle, l'opposition semble simple et pourtant la relation entre les deux est indispensable dans la production des œuvres musicales. C'est ce que prônent d'ailleurs de jeunes artistes béninois de la musique urbaine pour qui les instruments de musique traditionnelle constituent le socle de l'inspiration et de la modernité. Enoch Humpati et Edmond Humbo. On reconnaît sur ces images trois grandes figures de la musique béninoise. Saboran Danialo, surnommé l'homme orchestre, Angélique Kidjo, la diva de la musique africaine, et le trio Teriba. Ils déploient tout le potentiel en eux pour faire vibrer ce public au son et au rythme des instruments du terroir. Les rythmes et danses traditionnelles du Bénin, comme ceux de bon nombre de pays africains, ont un caractère non négligeable. Les anciennes gloires ont bercé plusieurs générations à travers des productions d'œuvres musicales inspirées des instruments locaux. Malheureusement, la musique béninoise actuelle, surtout celle urbaine, est presque sans identité. Comment s'inspirer des instruments du patrimoine culturel pour valoriser la musique béninoise? C'est là toute l'importance accordée à cette rencontre qui réunit artistes et promoteurs culturels. Les réflexions sont ici assez sur la sauvegarde du patrimoine immatériel. Il a été question pendant l'atelier qu'il va falloir qu'on adapte davantage nos instruments traditionnels et notre culture à ce que nous faisons pour avoir une musique originale et exportable. On essaie de conscientiser les nôtres pour leur dire que ce n'est pas parce qu'ils ne font pas une musique traditionnelle qu'ils doivent se dire qu'ils font une musique urbaine et qu'ils peuvent laisser de côté tout ce qui est tradition, tout ce qui est valeur culturelle et culturelle que nous avons. Retourner à la source n'est pas une faiblesse. Si les artistes musiciens de certains pays africains, comme le Nigeria, le Togo, le Cameroun et la Côte d'Ivoire, ont pu s'imposer sur la scène internationale, c'est justement parce qu'ils ont su donner une touche révélatrice de leur identité culturelle à leur musique. C'est vrai, il ne faut pas oublier son identité culturelle, il faut la prendre en compte, bien sûr, pour faire la différence. Parce qu'à l'étranger, vous êtes confronté, comme je le disais, à un monde global, il faut pouvoir faire la différence. Et si les artistes béninois veulent rayonner, ils doivent faire ressortir cette identité culturelle, qui est riche. Si vous prenez des artistes, par exemple, comme la grande Angélique Kidjo ou le guitariste Lionel Loueke ou encore John Arcadius par exemple, ce sont des artistes qui ont eu du succès à l'étranger. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont eu du succès? Parce qu'ils ont fait voyager cette culture béninoise, parce qu'ils chantent dans nos langues, parce qu'ils ont apporté quelque chose de différent, de nouveau au monde musical. La musique béninoise peut mieux s'exporter si les jeunes artistes se donnent la main. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de formations dans ce pays, mais finalement, nous n'en retirons rien. Et parce que l'individualisme est au summum, chacun veut montrer qu'il est plus intelligent que l'autre. Cet atelier est vraiment important parce que pour se démarquer, il faut d'abord avoir une identité culturelle. Et l'exemple est sous nos yeux à côté. Il y a de cela, c'est quand on l'a écouté, c'est autre chose. Mais aujourd'hui, on l'écoute encore sous une autre forme parce qu'on sent qu'ils ont apporté une couleur à la musique. Donner à la musique béninoise des couleurs locales, tel doit être le défi des jeunes artistes pour un meilleur positionnement culturel du pays dans le concert des nations. Direction à présent le Sénégal où il a été inauguré une usine de production de solutés massifs qui va fournir des perfusions aux hôpitaux. Cela pour lutter contre la rupture de stock et garantir l'approvisionnement du pays en solutés stériles avec des perspectives d'exportation dans la sous-région. Reportage. En procédant à l'inauguration de ce joyau, le chef du gouvernement ouvre une ère nouvelle dans l'industrie pharmaceutique sénégalaise. Un complexe moderne de fabrication de flacons de perfusion d'une capacité de 2000 unités par heure. Soit pas moins de 12 millions de flacons l'année.
Une telle capacité de production, combinée à la proximité des grands axes de circulation, nous autorise à proposer des livraisons personnalisées permettant à nos clients une gestion de leur stock en temps réel sans risque de rupture. De par ses équipements de dernière génération et sa technologie de pointe, cette usine va couvrir les besoins du pays en solutions de perfusion. L'investissement se chiffre à 9 milliards de francs CFA, fruit d'un partenariat public-privé abouti. Cet engagement fort de la CDT au projet porté par Parentis participe de l'exercice de ses missions d'intérêt général visant, entre autres, à accompagner l'initiative privée à travers notamment le financement des petites et moyennes entreprises. Nous avons pu jouer notre rôle d'investisseur catalyseur auprès du privé national, qui a mis au capital 3,5 milliards de francs CFA, auquel se rajoute l'apport de nos banques partenaires. Nous avons là un exemple type du co-investissement public-privé. Une réalisation qui fait partie des projets du plan Sénégal émergent. Cette usine de soluté de perfusion que nous inaugurons aujourd'hui va garantir la disponibilité continue à un coût compétitif de ce produit vital utilisé à tous les niveaux de la pyramide de santé. De plus, cet outil industriel contribuera positivement à l'amélioration de notre balance commerciale à travers l'arrêt de l'importation annuelle de près de 12 millions de flacons de soluté et le démarrage prochain de l'exportation de ces produits. Chère population de Bayah et de Khariala, Parenterus est une initiative totalement sénégalaise qui préfigure parfaitement la phase 2 du plan Sénégal émergent, tel que l'appelle de ses vœux son Excellence, M. Macky Sall, président de la République. Les autorités locales et les chefs coutumiers de la commune de Diender se sont félicités de l'implantation de ce bijou industriel dans leur zone. Les promoteurs pensent déjà à la fabrication prochaine d'antalgiques et d'anti-infectieux, toujours en perfusion. C'est tout pour l'édition de ce soir. Merci pour votre aimable attention. À bientôt. Merci également à vous, Ulvaïus Balogun. Le grand rendez-vous continue. On vous souhaite une très bonne soirée, une soirée qui continue avec vous, chers téléspectateurs, sur la toile, à travers l'ActuWeb. Vos commentaires ont à présent droit de citer sur le grand rendez-vous à travers l'ActuWeb. Ce sont d'ailleurs vos commentaires à la réponse à la question. Voilà, vos commentaires qui sont des réponses bien sûr à la question: que symbolise pour vous la date du 16 janvier? Que symbolise pour vous la date du 16 janvier? Des commentaires recueillis par Adonis Boum, déjà sur ce plateau, pour vous les faire répercuter à l'écran. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Ça va bien chez vous? Alors, ça, je vais très très bien aussi. On rappelle rapidement la question avant d'aller bien sûr aux commentaires. Que symbolise pour vous la date du 16 janvier? Les réponses des internautes. Eh bien, bonsoir chers téléspectateurs. Pour cette question, nous n'avons pas eu assez de réponses, assez d'engouement, peut-être à cause de la date. Parce que la plupart des gens qui nous suivent sont peut-être des jeunes personnes, donc ils n'ont pas du tout... 16 janvier, c'est 77 quand même. Voilà. Bien, prenons d'abord le commentaire de Mme Afissatou Abebi Kelani, qui estime que le 16 janvier symbolise deux dates importantes dans sa vie à elle. Ah oui. D'abord, c'est le jour anniversaire de son frère qui est né un 16 janvier 1960 et le jour du coup d'État au Bénin. Et par-dessus tout, le jour de Montépar pour la France pour la toute première fois, le 16 janvier 1977. Ça fait plein de souvenirs pour elle. Ah ouais, c'est une grande personne. Vous avez dit tout à l'heure les jeunes n'ont vraiment pas de commentaires aussi prolifiques à donner. Voilà, on comprend tout simplement. Allez. Audace, on dit. Oui. C'est la victoire du vaillant peuple dahoméen sur l'impérialisme et le sacrifice de braves soldats morts au front. La victoire du peuple dahoméen, du vaillant peuple dahoméen sur l'impérialisme
et le sacrifice de braves soldats morts au front. Au front, il rejoint l'invité qu'on avait eu le 16 janvier, l'adjudant-chef qui nous disait que c'était la victoire du peuple dahoméen béninois. Voilà, tout simplement. Nous continuons avec Suleiman Kansari Mourou. Oui. Le 16 janvier symbolise l'échec lamentable dans une tentative de putsch par un groupe de mercenaires avec à la Bob Denard à laquelle participent des Béninois. Ah oui, hein, carrément. Oui. Le 16 janvier. L'échec lamentable. Une tentative de putsch par un groupe de mercenaires avec à leur tête Bob Denard à laquelle ont participé des Béninois. Tout simplement. Oui. Maogbé Nathanaël Emmanuel, c'est l'arrivée des mercenaires français au Dahomey. L'arrivée des mercenaires français au Dahomey. Ah ben, c'est vrai, il a quand même raison hein, quand il le dit ainsi. Ouais. Ouais. J'aime bien le commentaire de Bélédel Dossou qui dit « La victoire du peuple uni vaillant sur cette traite de frères ». La victoire du peuple uni vaillant sur cette traite de frères. Waouh. Bélédel Dossou, merci pour le commentaire. Satine Fassino à présent, 16 janvier 1977 à 16 janvier 2019, ça marque l'arrivée des mercenaires français au Bénin. Waouh. Depuis 1977, les mercenaires ils sont toujours là. On peut comprendre. Je comprends. Allez, juste pour vous taquiner, Satine Fassino. Gauthier Zomaou Adiko, c'est la journée des martyrs. Ah oui, place des martyrs. C'est vraiment la journée des martyrs. Et enfin, Samira Bakoto, pour moi, c'est une journée noire. Une journée noire. Oui. On peut se rappeler de ces gens-là qui se sont sacrifiés, ont sacrifié leur vie qui ont fait qu'on est là. On est là encore aujourd'hui. Alors pour vous, 16 janvier, ça représente quoi? Ça symbolise quoi? On l'a déjà dit, c'est un hommage qu'il faut rendre à tous ces vaillants soldats, tous ces frères béninois qui ont donné leur vie pour qu'on soit là aujourd'hui, pour la patrie. Pour la patrie, c'est ça. Merci à vous, Adonis Boum. Même si nous ne sommes pas... Nous allons pousser peut-être un coup de gueule si on le dit. Il ne faut pas attendre le 16 janvier pour rendre belle, attractive la place des martyrs. Elle doit toujours être belle, toujours être propre. Oui. Elle ne mérite pas ce qu'on est en train de lui faire vivre. La place des martyrs mérite mieux. Mérite mieux, oui. Merci. Merci à vous, Adonis Boum. À très bientôt. Très bon week-end à vous. Bonne soirée déjà. Pareil. Et rendez-vous lundi pour la question de la semaine prochaine. Oui. Allez, merci beaucoup. Et ce sera avec Agnat Bello, à qui je dis un prompt rétablissement. Allez, on continue avec vous, chers téléspectateurs. Un dernier coup de regard sur le tableau météo avant de partir. Allez, merci à tous de nous avoir suivis. C'était là le clap de fin sur le package du grand rendez-vous pour le compte de cette semaine. Le week-end s'annonce bien, oui, nous le souhaitons bien, beau, bon pour vous. Et toujours en compagnie des programmes de BB24. Bonne soirée et à lundi avec Agnat. Ciao.